Avec le probable retrait des États-Unis et de leurs partenaires européens, et je dis probable parce que je n'ai pas encore pris de décision définitive à ce sujet, je considère simplement que c'est quelque chose qui a environ 80% de chances, l'Europe se retrouve dans une situation compliquée. Mais malgré cela, les Européens sont déterminés à assumer la responsabilité de maintenir l'Ukraine fonctionnelle sur le plan militaire et à devenir un acteur militaire stratégique sur la scène mondiale, certaines directions allant même jusqu'à envisager l'envoi de troupes sur le territoire russe pour défendre le reste du pays. Et d'autres mettent en garde contre une future attaque russe contre leur territoire européen. Mais en laissant de côté les spéculations, que pouvons-nous réellement dire des capacités de guerre de la Russie et de l'Europe ? Et je parle de guerre, parce que la guerre c'est bien plus que la force militaire. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, car votre soutien est très important. Partager cette vidéo semble anodin, mais cela incite l'algorithme de YouTube à promouvoir davantage la chaîne. Donc c'est un soutien crucial. Et suivez-nous sur Telegram et Instagram pour rester informés des actualités de la chaîne et de la géopolitique mondiale. Je suis Délion Péta de la chaîne Géopolitique Mondiale. Gardez deux choses à l'esprit. La première, c'est c'est que la guerre n'est pas du football ni aucun autre sport. Ce ne sont pas ceux qui ont les meilleurs athlètes qui gagnent, mais ceux qui ont les meilleures coulisses en presse et les objectifs les mieux définis et atteignables. La deuxième, c'est que l'élément militaire, c'est-à-dire les soldats, les officiers et même les généraux, dans la guerre moderne, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, n'étant souvent même pas les protagonistes du conflit. Ainsi, commençons par une analyse des capacités russes. Le plan initial de l'invasion russe de l'Ukraine prévoyait une déstabilisation rapide du gouvernement ukrainien par les services spéciaux russes, suivie d'une offensive militaire visant à prendre les centres politiques et économiques du pays en environ 10 jours, avec une consolidation sur quelques mois. Ainsi, initialement, la Russie ne prévoyait pas de consommer beaucoup de munitions ou de perdre de nombreux équipements militaires. C'est pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation industrielle préalable à leur opération. Cependant, l'échec de ce plan initial a conduit, dès mars 2022, différents ministères russes à suggérer une mobilisation immédiate à la fois du personnel et de l'industrie militaire. Le Kremlin a d'abord retardé la mobilisation du personnel, croyant que les stocks limités d'armes de l'Ukraine seraient insuffisants pour soutenir une résistance prolongée. Cependant, la fourniture surprise et croissante d'armes occidentales aux Ukrainiens et la stagnation des offensives russes dans le Donbass ont conduit Moscou à revoir ses attentes et à se préparer à une guerre d'usure, misant alors sur l'incapacité de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux à soutenir l'effort militaire sur le long terme. Officiellement, la mobilisation industrielle russe a commencé en juillet 2022, avec des modifications de la législation permettant au gouvernement russe de mobiliser toute la capacité industrielle disponible, y compris les installations désaffectées et les réserves stratégiques de matériaux essentiels à la production militaire. Des restrictions de travail ont été imposées, obligeant les travailleurs du secteur militaro-industriel à des journées allant jusqu'à 12 heures par jour, à une réduction à un seul jour de repos hebdomadaire et à l'annulation des congés. De plus, il a été interdit aux entreprises de refuser de fournir des biens et des services à l'État et l'achat direct sans appel d'offres a été autorisé. En 2022, l'industrie de la défense russe comptait environ 1400 entreprises, dont 977 étaient liées au ministère de l'Industrie et du Commerce, 166 au ministère de la Défense, 80 à Roscosmos et 43 à Rosatom. Au total, le gouvernement contrôlait directement ou indirectement plus de 4000 entreprises, impliquant plus de 4,5 millions de travailleurs directs ou indirects, ce qui équivalait à environ 10% de la population russe en tenant compte des familles. Rostec, une grande entreprise publique de défense, représentait 40% des commandes militaires russes en 2022. Même avec une très forte réduction des exportations, Rostec a augmenté son chiffre d'affaires en 2023 pour atteindre près de 3 000 milliards de roubles, soit environ 34 milliards de dollars, une croissance d'environ 33% par rapport à l'année précédente. Environ 80% des équipements militaires utilisés en Ukraine proviennent de cette entreprise.
Des entreprises comme Roscosmos et Rosatom ont également beaucoup augmenté leur production pour la défense. Roscosmos a rapidement compensé les pertes commerciales en Occident, estimées à 2 milliards de dollars par an, grâce à de nouvelles commandes militaires. Entre 2024 et 2026, environ 1 trillion de roubles seront utilisés, ce qui équivaut à environ 12 milliards de dollars, ces fonds étant prévus pour le développement de missiles et de technologies militaires au détriment des programmes militaires tels que l'exploration lunaire. Rosatom, historiquement lié au nucléaire civil, a significativement accru sa contribution dans la production d'armes conventionnelles et nucléaires. En 2023, plus de la moitié de ses revenus de 16 milliards de dollars provenaient d'affaires internationales non sanctionnées, ce qui a permis à l'entreprise d'avoir un accès continu aux technologies et composants sensibles de l'Occident. Rosatom a également étendu la production de microélectroniques essentielles pour les armements avancés, ce qui inclut les drones et missiles vitaux. De plus, pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre, les industries de la défense ont commencé à employer des étudiants en fin de cycle universitaire et en formation technique, tout en continuant à utiliser des criminels condamnés. En mai 2024 environ, 34 000 prisonniers travaillaient déjà de force dans l'industrie de l'armement, un chiffre qui devrait atteindre 81 000 en 2025, le gouvernement prévoyant d'étendre encore davantage cette pratique. C'est aussi pour cette raison que le système logistique militaire s'est adapté, en créant des ateliers militaires avancés qui permettent à 66% des équipements endommagés d'être réparés directement par les unités militaires et à 22% par des équipes mobiles spécialisées, seulement 7% étant envoyés pour des réparations industrielles plus complexes. De cette manière, la Russie a démontré une énorme capacité à mobiliser rapidement des ressources industrielles, financières et humaines, permettant une transition réussie vers une économie de guerre prolongée et contredisant les prévisions initiales qui surestimaient la rapidité de l'épuisement de ces ressources militaires. Certains allaient même jusqu'à dire que les munitions russes ne dureraient pas 3 mois, et d'autres affirmaient de façon totalement mensongère que les Russes combattaient déjà avec des bâtons. Cependant, tout comme la guerre n'est pas faite uniquement par des soldats, elle n'est pas non plus faite uniquement par des industries. Il faut aussi analyser la capacité de résistance à la friction économique et la mobilisation financière russe pour soutenir son industrie militaire et les efforts de guerre en Ukraine. C'est quelque chose de bien plus vaste et complexe que l'analyse simplifiée du budget officiel du propre ministère russe de la Défense. En 2024, bien que le budget officiel russe pour la défense soit d'environ 52 milliards de dollars, ce qui le rend comparable à celui du Royaume-Uni ou de la France. En réalité, en tenant compte des dépenses de sécurité, de renseignement et des investissements supplémentaires dans d'autres secteurs, le montant total a atteint environ 150 milliards de dollars, représentant environ 38,6% du budget fédéral russe et environ 6,7% du produit intérieur brut du pays. Une partie très importante de cette augmentation a été directement destinée à la guerre en Ukraine. Par exemple, rien qu'en 2022, la valeur de la commande publique de défense était d'environ 27 milliards de dollars, augmentant en 2023 d'une fois et demie et continuant à croître en 2024. Et tout indique que cela va se maintenir en 2025, augmentant encore. Pour couvrir de telles dépenses, la Russie a massivement eu recours aux prêts bancaires, principalement par l'intermédiaire de Pronzviasbank, désigné par le gouvernement russe comme le principal financeur du secteur militaro-industriel depuis 2019. Ces prêts ont des taux subventionnés compris entre 5 et 6%, bien inférieurs au taux directeur de la Banque centrale de Russie, qui est de 16%, et aux taux d'intérêt commerciaux normaux, qui sont de 18 à 19%. De plus, des dépenses substantielles de défense ont été financées par d'autres budgets civils à travers des programmes d'État comme le développement des activités spatiales, qui s'élevait à 1 milliard de dollars par an, ou le développement de l'industrie électronique et radioélectronique, ainsi que le développement scientifique et technologique, en plus d'autres programmes de développement économique et industriel qui ont totalisé des milliards de dollars supplémentaires indirectement dirigés vers l'effort de guerre. La nature militarisée de ces programmes est devenue si évidente que le gouvernement russe a choisi de ne plus publier d'informations détaillées sur l'exécution de ces fonds. Cette mobilisation financière a permis à la Russie d'élargir considérablement sa production militaire industrielle. Par exemple, en seulement 1 an et demi après le début de la guerre, environ 520 000 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur de la défense.
En 2024, la Russie a consacré environ 1 milliard de dollars uniquement pour moderniser et agrandir les installations industrielles militaires dans la région du Tatarstan, en mettant l'accent sur l'expansion de l'usine de poudre de Kazan, financée par Rostec, en utilisant les ressources propres de l'entreprise. L'efficacité économique dans la production militaire russe repose sur une stratégie de priorité aux armes moins chères et produites en masse, ainsi que sur la modernisation des anciens stocks. En 2023, sur les 2100 chars livrés aux forces russes, seuls 210 étaient neufs tandis que plus de 800 étaient bleués des T-72 modernisés. Sur les 2100 chars livrés aux forces russes, seulement 210 étaient neufs tandis que plus de 800 étaient les T-72 modernisés. Le reste comprenait des véhicules anciens restaurés comme le T-62, le T-55 et le T-54, utilisés principalement comme artillerie stationnaire. Dans le domaine des munitions de précision, la Russie a adopté une stratégie similaire, convertissant de grands stocks anciens de bombes aériennes conventionnelles en bombes guidées grâce à l'installation de modules de guidage qui coûtent seulement 20 000 $ chacun. Cette méthode a considérablement réduit les coûts et a permis d'augmenter rapidement la production, passant de quelques milliers d'unités en 2023 à environ 40 000 en 2024, avec plus de 70 000 prévus en 2025. La production de munitions a également augmenté de façon spectaculaire. Comme je l'ai averti en avril 2024, et le temps a montré que j'avais raison, la connexion entre la Russie et la Corée du Nord ne devait pas être interprétée comme un affaiblissement russe. Dans la vidéo sur le fonctionnement de l'approvisionnement en munitions nord-coréennes pour la Russie, j'ai prédit que l'achat de munitions d'artillerie nord-coréenne par les Russes n'était qu'une mesure temporaire, simplement pour gagner assez de temps afin que les Russes augmentent leur propre production de munitions. Et maintenant, 1 an plus tard, cela s'est avéré exactement correct. Par exemple, la production annuelle d'obus d'artillerie de calibre 152 mm est passée de 250 000 unités en 2022 à environ 1,3 million en 2024. La production des missiles balistiques 9M723 est passée de 250 unités en 2023 à plus de 700 en 2024. La production quotidienne de drones d'attaque Gérant 2 a atteint 30 unités à la fin de 2024. Pour garantir l'indépendance en matières premières essentielles à la production d'explosifs et de propergol, la Russie a investi des milliards dans l'expansion et la modernisation des installations de la soi-disant chimie spéciale, un secteur stratégique pour l'effort militaire. Des technologies propres sont en cours de développement pour fabriquer de la nitrocellulose à partir de bois et de lin, afin de réduire la dépendance au coton qui est importé principalement de Chine. Ce niveau intensif de mobilisation financière et industrielle est le résultat d'une politique économique hautement centralisée, avec un financement large impliquant aussi bien des fonds militaires directs qu'indirects, un recours massif aux crédits subventionnés, des investissements importants dans de nouvelles capacités de production et une stratégie de réduction des coûts de production. Cependant, comme l'argent n'est pas une ressource infinie, tant que l'État russe consacre ses efforts à la guerre, il ne les consacre pas à d'autres domaines, notamment aux infrastructures. Ce qui remet donc en question la durée pendant laquelle les Russes pourront maintenir ces niveaux de dépenses publiques spécifiques au secteur militaire sans que d'autres secteurs de la société n'en soient affectés. Mais ensuite, il y a les capacités des Européens. Face à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, l'Europe a répondu par des déclarations très fermes de soutien à l'Ukraine, un renforcement de l'OTAN et une condamnation de la Russie. L'Allemagne, par exemple, a alloué un fonds extraordinaire de 100 milliards de dollars à ses forces armées. Mais malgré l'engagement financier et politique presque unanime, la production européenne de défense est restée stagnante pendant plus d'1 an. La conversion du capital en capacité de production a été entravée par des dilemmes politiques, des barrières surréglementaires, la fragilité des chaînes d'approvisionnement et une concurrence interne non coordonnée. Au départ, les pays européens ont privilégié l'envoi d'armes portatives, comme le NLOL, le Javelin, le Stinger et d'autres systèmes anti-chars et anti-aériens à usage immédiat. Cependant, leur impact a été limité face à l'immense consommation de munitions par l'Ukraine. Lorsqu'il est devenu évident que Kiev résisterait au-delà des attentes, la pénurie de munitions d'artillerie et de plateformes plus lourdes est devenue critique. Face à des stocks limités et une industrie affaiblie, les pays européens ont opté pour l'achat de munitions à l'international, privilégiant des livraisons rapides pour des gains politiques internes. Les premières commandes visaient uniquement à reconstituer les stocks donnés.
Cependant, lorsque les négociations sur les munitions d'artillerie ont commencé, des problèmes structurels sont alors apparus. La plupart des gouvernements hésitaient à conclure des contrats à long terme, craignant que la demande ne se maintienne pas ou que leurs investissements ne deviennent économiquement non viables face à la concurrence d'autres pays de l'Union européenne elle-même. Cela a mené à des contrats ponctuels, insuffisants pour justifier une réelle expansion de la capacité industrielle militaire européenne. L'Estonie, alarmée par l'inertie, a proposé que l'Union européenne livre 1 million d'obus de 150 mm à l'Ukraine en 12 mois. La Commission européenne, restreinte par l'article 41 du traité sur l'Union européenne, n'a pu financer directement des activités à implication militaire. Ainsi, elle a tenté de résoudre le problème avec des contrats cadres auprès de l'industrie, mais sans garantir le volume demandé. Ce qui a fait grimper les prix à 4 000 € par projectile, un montant jugé inacceptable par la plupart des analystes. En conséquence, l'Union européenne n'a commandé que 40 000 projectiles en un an et 40 000 de plus pour l'année suivante. Pour masquer cet échec, les États membres ont commencé à comptabiliser leurs propres achats comme faisant partie de l'objectif commun, permettant ainsi à l'Union européenne de déclarer la fourniture de 500 000 projectiles, dont la majorité a été achetée sur le marché international et non produite sur le continent lui-même. Un autre facteur a été la crise énergétique imposée par la Russie, forçant les gouvernements européens à réorienter des ressources vers des subventions et des infrastructures de gaz naturel liquéfié. Avec la stagnation économique et la défense hors des priorités de la population, sauf sur le flanc oriental de l'OTAN, les gouvernements ont alors préféré redistribuer les fonds existants plutôt que de réaliser de nouveaux investissements, renforçant ainsi l'aversion pour des dépenses supplémentaires. Du côté de l'industrie, des goulets d'étranglement sont apparus dans la capacité de production. La fabrication des projectiles exige le forgeage, l'installation des fusées et le remplissage avec des explosifs. Le remplissage est le principal goulet d'étranglement, car il dépend d'environnements avec un contrôle thermique très strict. Après tout, il peut exploser. Comme chaque type de munition utilise la même infrastructure, différents calibres se sont retrouvés en concurrence pour les rares espaces disponibles. L'augmentation de cette capacité s'est heurtée à des réglementations strictes, à la nécessité de licences et à l'absence de main-d'œuvre qualifiée, ce qui a souvent conduit à l'externalisation vers la Chine. La pénurie de nitrocellulose hautement enrichie, essentielle pour les propulseurs, est devenue un problème critique. Avec peu de fournisseurs et une forte concurrence interne, les prix ont alors explosé. Avant la guerre, pour vous donner une idée, un obus de 155 mm coûtait entre 800 $ et 3000 $. Mais 2 ans après le début de la guerre, en 2024, le coût variait entre 6 et 8 000 $. Alors que la Russie a fixé le prix de son obus de 152 mm à environ 1000 $. Et juste pour préciser, quand je dis qu'ils ont fixé le prix à 1000 $, je ne veux pas dire que le gouvernement russe a imposé un prix fixe de 1000 $. Non. Ils l'ont fixé à 1000 $ parce qu'ils ont réussi à augmenter la production et à en réduire le coût également. La concurrence entre les fabricants européens pour les matières premières a fait grimper les coûts et réduit la production totale, car l'augmentation de l'un entraînait la baisse de l'autre. Et en plus, l'expansion de la production des entreprises européennes hors d'Europe de nitrocellulose vers la Chine a créé une dépendance critique. Le manque de machines, d'installations et de main-d'œuvre spécialisée a encore plus compromis l'expansion. Les entreprises privées, avec une faible prévisibilité de la demande et l'absence d'incitation gouvernementale, ont alors hésité à investir. La production européenne en 2024, ajoutée à celle des États-Unis, a totalisé environ 1 500 000 obus de 155 mm livrés à l'Ukraine, alors que le minimum nécessaire serait de 2,4 millions par an. La leçon a été claire. L'absence de coordination, la protection des industries nationales, la fragmentation des commandes et la dépendance envers le libre marché dans un secteur qui est hautement réglementé ont miné les réponses européennes. Les gouvernements ont hésité à prendre des risques ou à intervenir fermement. Le résultat a été une réponse lente, inefficace et terriblement coûteuse. Pour inverser cette situation, il faudra cartographier les chaînes de production, investir avec une vision stratégique, coopérer entre alliés et adopter des politiques plus interventionnistes et coordonnées dans le secteur de la défense. Au cours des 3 dernières années, la politique industrielle de défense européenne a systématiquement échoué non seulement à augmenter la production de munitions de base, mais aussi à reconstituer les stocks d'armement de précision. Un exemple emblématique a été le Royaume-Uni.
qui, depuis 2022, n'a toujours pas remplacé les systèmes anti-chars portatifs qui ont été donnés à l'Ukraine, bien que des contrats d'L1JAIS aient déjà été signés à cet effet. Cet échec s'explique en partie par la logique de production européenne d'après la guerre froide. Au lieu de maintenir des lignes de production actives, les pays européens ont préféré commander de petits lots d'armes complexes, puis investir dans de nouveaux projets plus modernes, mettant ainsi fin à la production précédente. Ainsi, non seulement les lignes de production ont été désactivées, mais aussi les composants et sous-composants ont cessé d'être fabriqués, rendant toute tentative de reprise coûteuse et longue. Dans le cas du Royaume-Uni, les nouveaux missiles ne seront livrés qu'en 2026, après la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement, et seulement si celle-ci a effectivement lieu. De plus, la durée de vie limitée attribuée à de nombreuses munitions, pour des raisons de sécurité, décourage la constitution de grands stocks, sous prétexte que si elles ne sont pas utilisées, elles deviendront obsolètes ou même dangereuses. Cependant, des preuves récentes montrent qu'une grande partie des munitions occidentales données à l'Ukraine, même après leur date de péremption officielle, fonctionnent encore correctement. La Russie, elle, stocke des munitions pendant des décennies, les utilisant telles quelles ou comme base de rénovation. Cela suggère qu'une réévaluation des critères de validité pourrait même augmenter les stocks européens sans compromettre leur sécurité. Un autre obstacle critique a été la politique de stockage des véhicules et des systèmes. Encore une fois, le Royaume-Uni, par exemple, n'a fait don que de 14 de ses 227 chars Challenger 2 à l'Ukraine, car il ne prévoit de moderniser que 148 unités. La limitation ne venait pas seulement du nombre réduit de véhicules disponibles, mais aussi de l'absence de kits de maintenance dont les composants Tiffan n'étaient pas plus fabriqués. Dans de nombreux pays européens, les véhicules anciens ont été vendus à des entreprises de privées au lieu d'être stockés par l'État. En Belgique, la flotte de canons anti-aériens Gepard a été vendue entre 15 000 et 20 000 euros par unité en 2006. En 2023, en essayant de les racheter pour ensuite les envoyer en Ukraine, le gouvernement s'est retrouvé face à des prix dépassant 500 000 euros par unité, avec des arguments selon lesquels il était nécessaire de moderniser les radars et les systèmes électroniques. Comme les contrats étaient trop des ventes et non des stockages, l'État a perdu le contrôle sur l'accès et les délais. La production de munitions a également rencontré des problèmes juridiques et politiques liés à la propriété intellectuelle et au contrôle des exportations. Dans le cas du Gepard, les munitions de 35 mm étaient fabriquées en Suisse, qui a interdit leur envoi à l'Ukraine pour des raisons de neutralité. La production a dû être développée à l'étranger, retardant la livraison. Même lorsque les droits de propriété intellectuelle étaient disponibles, de nombreux fabricants hésitèrent à les partager avec Kiev, craignant une perte de contrôle technologique ou une utilisation non conforme aux normes. Un autre domaine fortement touché a été celui des drones. Bien que l'Europe dispose d'une puissante industrie aérospatiale, la majorité des drones utilisés dans la guerre ont été développés en Ukraine même. La raison principale était réglementaire. Les règles strictes de l'espace aérien et de la sécurité ont rendu difficile le développement et l'adoption rapide de ces systèmes par les armées européennes. Comme les forces armées ne perdaient pas de drones à la même échelle que l'Ukraine, les commandes sans commande sont finalement devenues rares. Ainsi, le coût unitaire a explosé. Un drone qui coûte 2500 livres sterling lorsqu'il est fabriqué pour l'Ukraine peut finir par coûter entre 8000 et 16 000 livres sterling s'il est produit pour l'usage des forces armées britanniques à cause des exigences réglementaires. Lorsqu'il est fabriqué pour l'Ukraine, peut finir par coûter entre 8000 et 16 000 livres sterling s'il est produit pour l'usage des forces armées britanniques à cause des exigences réglementaires. Dans un autre cas impliquant l'Angleterre, un contrat de 20 millions de livres sterling pour approvisionner Kiev entraînerait un coût estimé à 200 millions de livres sterling pour intégrer ce même système à l'armée britannique. Cette différence montre que l'investissement européen dans l'innovation militaire, bien qu'il profite à l'Ukraine, ne s'est pas traduit par une modernisation parallèle des propres forces armées européennes. Et cela non pas pour des raisons technologiques, mais à cause de barrières politiques et réglementaires. En d'autres termes, ce sont les bureaucrates européens eux-mêmes qui sont en train de détruire l'Europe. Autrement dit, je dis que les forces armées européennes ne sont pas récompensées pour le maintien de stocks robustes et n'ont même pas les ressources nécessaires pour cela. La politique de vente d'équipements anciens et les coûts réglementaires élevés ont contribué à l'obsolescence et à la perte de capacités stratégiques. La bureaucratie a également transformé les règles de sécurité en barrières disproportionnées face aux réalités du combat.
En d'autres termes, la réalité dans laquelle vivent les bureaucrates n'est pas celle du monde réel de la guerre. 3 ans après le début de ce que les Européens considèrent comme la plus grande menace à la sécurité européenne depuis 1945, les membres européens de l'OTAN n'ont même pas réussi à approvisionner correctement un seul pays en guerre. Que leur direz-vous à tous ? La quantité d'excuses pour les échecs est vaste, mais l'essentiel demeure. L'architecture bureaucratique actuelle n'est pas adaptée à la vie réelle. Le défi qui se pose est de savoir comment garantir que cela ne se reproduise pas. La comparaison entre les réponses industrielles de défense de la Russie et de l'Europe depuis l'invasion à grande échelle en 2022 montre des différences cruciales dans 4 domaines fondamentaux. Préparation, contrôle étatique, financement et environnement réglementaire. Tout d'abord la préparation. La Russie disposait d'un plan de mobilisation mieux défini, soutenu par des stocks et des cadres juridiques qui ont permis d'activer rapidement sa base industrielle de défense. La plupart des pays européens n'avaient pas de plan de mobilisation, ni les informations nécessaires pour en créer rapidement. La conséquence a été une réponse lente, fragmentée et bien souvent erronée. La leçon est claire. Tous les membres de l'OTAN doivent intégrer des annexes industrielles à leur plan de défense, dûment coordonnés entre elles, ce que seuls les États-Unis font actuellement. Le deuxième point est le degré de contrôle étatique. La Russie et l'Ukraine maintiennent un niveau très élevé de contrôle sur leurs industries de défense, ce qui leur a permis d'imposer des objectifs et de rediriger rapidement leurs capacités. Et pour cela ne signifie pas que vous devez nationaliser ou ne pas respecter la propriété privée, et les États-Unis en sont un exemple. Aux États-Unis, le gouvernement dispose d'instruments juridiques qui subordonnent l'industrie à la mission de défense, et des secteurs critiques, comme les munitions, restent finalement sous la gestion directe du département de la Défense. Quant aux pays comme la France, qui maintiennent un contrôle partiel, ils ont réussi à augmenter la production, même si cela reste modeste. La plupart des pays européens, cependant, ont délégué cet effort à la logique du marché, et le marché a échoué à réagir avec la rapidité et l'ampleur requises, justement à cause de la bureaucratie imposée par l'État lui-même. Sans commande à long terme ou consolidation des commandes, les entreprises n'ont pas pu justifier des investissements dans l'expansion. Et comme les gouvernements contrôlent si peu la majeure partie de la chaîne d'approvisionnement, il a manqué de données pour allouer les ressources efficacement. L'exemple le plus notoire a été la tentative européenne d'augmenter la production de munitions sans garantir l'approvisionnement en produits chimiques explosifs, ce qui a entraîné une hausse des prix sans augmentation proportionnelle de l'offre. La troisième question concerne la capacité latente et le capital humain, car la Russie et l'Ukraine disposaient déjà de personnel technique expérimenté dans le secteur de l'armement, et celui-ci, intégré au secteur civil, peut être facilement réintégré. La Russie, d'ailleurs, a converti des industries civiles à un usage militaire, car avant d'être civiles, ces industries étaient déjà militaires. L'Europe, malgré sa grande réserve de talent, n'a pas réussi à les mobiliser. La dispersion de la chaîne de production entre quelques pays et le manque d'investissement dans des secteurs comme la chimie de défense ont rendu difficile la recherche et la rétention de personnel qualifié. Même les entreprises prêtes à étendre leurs opérations ont été confrontées à une pénurie de main-d'œuvre spécialisée, ce qui a encore allongé les délais de livraison. Et le quatrième et dernier point, les modèles de financement. La Russie a injecté des ressources massives dans son industrie de la défense, y compris en dehors du budget officiel du ministère de la Défense, reléguant des secteurs civils comme la santé et l'éducation au second plan. Cet investissement initial dans l'infrastructure productive permettra de maintenir une production élevée, même avec la redistribution des fonds à partir de 2026. En Europe, les montants globaux y semblent importants, mais ils sont fragmentés par pays et par projet, ce qui les rend insuffisants pour générer un impact proportionnel. Les investissements ont été majoritairement orientés vers les produits finis et non vers les fondamentaux de la chaîne de production, ce qui a augmenté les coûts au lieu d'élargir les capacités réelles. L'accent mis sur l'innovation a abouti à des systèmes sophistiqués mais très rares. Le manque d'intégration entre les dépenses et les résultats physiques visibles a nui à la crédibilité dissuasive de l'OTAN, donnant à la Russie l'impression que les réponses occidentales étaient inadéquates. Mais le point de bascule final, c'est la question de la régulation. Parce qu'en Russie, des normes extrêmement laxistes ont engendré des problèmes de sécurité et d'efficacité, mais ont facilité l'expansion. Et en Europe,
L'excès de régulation a engendré un cycle de coûts gonflés, de retard et de méfiance. Les restrictions à l'application de ces systèmes sur des terrains d'essai ont fait que ces systèmes n'ont échoué qu'après leur production. Et donc, il était trop tard. Les lois d'urbanisme, les bureaucraties environnementales, la rigueur élevée du droit du travail et l'absence d'une autorité de coordination ont compromis des plans ambitieux, comme celui de l'expansion de la production de munitions de 155 mm du Royaume-Uni, qui ne s'est toujours pas concrétisé et ne le sera probablement jamais. Mais peut-être que la plus grande faiblesse européenne est structurelle, l'absence d'une autorité unique capable de coordonner son industrie de défense. La Russie et l'Ukraine agissent sous un commandement centralisé. Alors qu'en Europe, aucun pays n'est autosuffisant et il n'existe pas non plus de coordination multinationale effective, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. La peur de renforcer le rôle de l'Union européenne dans ce domaine et le manque de pouvoir exécutif de l'OTAN ont créé un vide de leadership, car ni la direction de l'Union européenne ne parvient à imposer son autorité, ni les autorités nationales des pays pris séparément n'y arrivant non plus. Les entreprises européennes se considèrent comme des concurrentes, gardant le secret sur leurs capacités et rendant les synergies difficiles. La fragmentation empêche l'efficacité et prive les gouvernements d'informations cruciales. C'est pourquoi si l'Europe veut un jour jouer un rôle pleinement autonome par rapport aux États-Unis, elle doit prouver qu'elle est capable de mener une guerre au sens absolu, et surtout de mener une guerre contre sa propre bureaucratie, ce qui, à l'heure actuelle et dans un délai de 3 à 5 ans, semble irréaliste. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu, et un merci tout particulier aux super membres Lucas Silva de Souza et Asportas da Cidade. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches, et pensez à devenir membre. En tant que membre, non seulement vous aurez un accès anticipé à ce type de vidéos, mais vous aurez également un accès exclusif à des vidéos réservées aux membres, ainsi qu'aux lives privés pour eux. Cela garantit la pérennité de la chaîne géopolitique mondiale et sa capacité à se concentrer sur ce type de contenu. À bientôt et à la prochaine vidéo. Bonne suite.